Ah là, ça marche. Ah, Mamma alléluia, mia! alléluia, alléluia. Alléluia! T'as du mal, Manu, avec la technologie. Moi, j'arrêtais pas de t'envoyer des demandes, frérot. Ben, j'ai accepté, j'ai fait que d'accepter. Mais j'arrivais pas. Je te l'envoyais, je te l'envoyais, je te l'envoyais. Je vais utiliser mon compte CPF pour faire de l'informatique. Et je te jure, eh ben, je te On jure que s'inscrit ensemble. On et s'inscrit je, ensemble. je te jure que je pense que moi aussi, parce que faut absolument qu'on se forme sur les nouvelles technologies, etc. Sur Non tout mais ce qui en est, plus, non mais en plus, on est à fond high tech, hein, donc c'est non pas mais, possible. C'est pas non mais possible. il faut absolument qu'on se forme. Tu vois, là, il y a eu un bug avec l'application Zoom. Bon, là, c'est indépendant de notre volonté. Ouais, c'est clair. Il y a quelques jours, il y a eu un bug avec l'application WhatsApp, etc. Bon, je disais, comme tu le vois derrière moi, un petit feu de cheminée, parce que moi, ces températures-là, c'est fini. D'ailleurs, je pense que je vais repartir demain ou après-demain ou très vite, parce que Bon, là, on va, tu m'en mets dans ta valise ou quoi? avec plaisir, c'est bienvenu. Donc, comme je disais, on va certainement remettre ce live sur YouTube. On a eu un problème avec l'application et aujourd'hui, de quoi on va parler? Au-delà de ça, on va répondre aussi à des questions, mais aujourd'hui, de quoi on va parler? Des nouvelles restrictions du HCSF qui arrivent pour 2022. Alors qu'ils sont Toi, déjà là, mais toi, en tant que directeur d'agence, quelles sont un peu les directives que vous avez eues? On va parler des gens, c'est très fréquent, des gens qui ont eu un pépin de santé ou un accident ou un handicap et qui se retrouvent parfois avec des difficultés pour pouvoir emprunter avec des exclusions de garantie ou autres. Est-ce que tu peux nous en parler? avec les conventions ERAS. Ouais, je vous expliquerai tout Voilà, est-ce ça. que tu peux nous en parler, etc. Donc, premièrement, avant de commencer, au nom de toute la team NPR et au nom de tous mes abonnés, je voudrais te souhaiter félicitations pour la naissance de ta petite fille. Merci mon frérot, merci à tous. Grandes félicitations, que du bonheur pour vous. Ça marche. Comme on dit, Elle se porte très très bien, donc non non, elle est au top, au c'est top. le plus important. Rappelons qu'on fait tout ça pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et donc, Exact, c'est le plus important. exact, tout à fait. La deuxième chose, c'est que tu sais, le HCSF en 2022, au-delà d'être pour l'instant une recommandation, va devenir une obligation. C'est exact. Ce qui veut dire que il va en découler, selon moi, plus de refus. Mais toi, en tant que directeur d'agence, je pense que vous avez eu plus d'infos et fait quelques réunions. Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti par rapport à ça? Alors, déjà, les recommandations, comme tu l'as précisé du HCSF, c'est vrai que ça va devenir des obligations. Néanmoins, en fait, on va dire que ces restrictions, bah, les directeurs de banque, pas les directeurs d'agence, hein, mais vraiment les directeurs de banque, ils ont essayé de négocier justement des choses pour pouvoir ne pas se faire infliger ou ce terme de recommandation. Ça n'a pas marché. Et Non, pas aujourd'hui, passé. en tout cas, les recommandations qu'on applique vraiment depuis cet été vont devenir des obligations et même à l'heure actuelle, c'est déjà des obligations. Sachant que si les banques ne les respectent pas, alors ces recommandations qui deviennent des obligations vont impacter l'intégralité des banques françaises. Et ça veut dire que tout le monde est concerné, tous les établissements financiers, et ceux qui ne vont pas respecter le deal, eh ben, ils auront des amendes et des amendes qui vont être importantes. Donc forcément, aujourd'hui, ça bouge, les modes de calcul bougent, le différentiel qu'on a pu connaître à une époque, aujourd'hui, n'existe plus. On ne calcule plus avec du différentiel. Et donc ça a toute son importance. Déjà, peut-être rappeler un petit peu euh, quelles sont ces recommandations ou quelles sont ces obligations qui vont nous impacter. Ouais. Ces obligations, elles sont de plusieurs ordres. Le premier que vous avez tous entendu parler, c'est les fameux 35%. Alors, déjà, c'est 35% de quoi? Faut-il déjà savoir ce que c'est que ces 35%? Bah, Exactement. aujourd'hui, en fait, on va prendre tous les crédits que vous pouvez avoir, assurance incluse. Ah, assurance C'est-à-dire incluse. qu'avant, on faisait des calculs, même du différentiel, hors assurance. Aujourd'hui, c'est assurance incluse. D'accord? Ah, ça change la donne. Donc l'assurance a quand même un poids parce que dans la mensualité que vous payez tous les mois, vous avez certes du capital, vous avez certes des intérêts et vous avez également une assurance. Donc on en parlera dans le deuxième temps avec justement les surprimes d'assurance qui peuvent exister avec l'AERAS. Qu'est-ce que c'est que l'AERAS? Mais
à aujourd'hui en tout cas, on va prendre tous vos crédits que vous avez, assurance incluse. On va rajouter finalement la nouvelle mensualité que vous allez solliciter pour votre projet, que ce soit une résidence principale, que ce soit une résidence locative, que ce soit une résidence secondaire. Et à ça, en fait, on va diviser par vos revenus. Revenus avant impôt. D'accord? Donc, C'est vrai que revenus cette avant impôt. technique-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment défavorable pour les investisseurs. Parce que Alors, c'est compliqué. revenus avant impôt. Néanmoins, on va tenir compte dans les revenus des revenus salariés. Je suis en contrat à durée indéterminée. Eh bien, je suis salarié de l'entreprise. On va prendre ces revenus-là. Je suis en CDD. Et oui, on peut faire des crédits même en CDD, mais la banque de base se base quand même sur des revenus qui sont pérennes par rapport au projet. Mais vous avez certaines professions sur lesquelles vous êtes en CDD. Je pense par exemple dans certaines administrations, et ben, ces revenus-là, on peut en tenir compte. D'accord? Mhm. Un médecin, par exemple, qui va être dans un premier temps en contrat de CDD, on a des grilles qu'on va pouvoir prendre pour demain quand il va être en CDI, par exemple. Donc, on va prendre ces revenus-là. On va prendre les Mhm. revenus si vous êtes non salarié, c'est-à-dire que vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez être en profession libérale, etc. Et bien, on va prendre tous ces revenus-là. On va prendre les revenus fonciers à 100%, tu m'as bien entendu. On va les prendre et on va prendre également 70% du locatif attendu, si c'est un projet locatif. D'accord. Donc ça, c'est une nuance très importante. Vous prenez en compte, et c'est normal, Ouais. l'intégralité des loyers encaissés. Alors, exactement. Après, ça va dépendre des établissements financiers. C'est-à-dire que chaque banque peut, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Non, c'est l'inverse. Qui peut le moins, peut le plus. C'est-à-dire que D'accord. chaque banque peut aussi décider de réduire ça. Mais ça veut dire qu'elle va doublement se pénaliser. Donc, dans la théorie, c'est ça. Ça C'est-à-dire veut qu'il y dire, a une banque qui peut, au-delà de ne plus calculer avec le différentiel, malgré tout, pondérer les loyers de 30% dans le calcul. elle pourrait augmenter en fait ses restrictions. En fin de compte, c'est des recommandations. Mais c'est des recommandations qui sont au maxi. Donc, ça veut dire que si la banque veut encore plus les réduire, c'est possible. Maintenant, je vous rappelle quand même que les banques ont des objectifs en termes de part de marché. Ils veulent conquérir des nouveaux clients. Ces nouveaux clients, généralement, on arrive aussi à les récupérer par des projets immobiliers. Donc, Par il y les a quand même crédits. voilà, par les crédits. Il y a quand même des enjeux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les taux qui sont bas, des taux Mhm. qui restent bas, en fin de Mhm. compte, certes, la banque gagne de l'argent, mais elle ne va pas gagner énormément d'argent avec votre projet immobilier. Ça veut Oui, dire bien que sûr. l'objectif reste, et ça, je vous invite à regarder nos anciennes vidéos qu'on parlait déjà il y a 1 an et demi, c'est vraiment le développement de la relation de gagnant-gagnant qui va faire que la banque va vous accompagner dans vos projets. Et c'est Bien sûr. d'autant plus vrai avec les recommandations du HCSF. Bien sûr. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais Est-ce que pour toi, juste pour finir, ouais, ça veut dire que quand je parlais en fait des crédits, j'ai pas parlé des loyers. C'est-à-dire que c'est-à-dire, si je suis locataire de ma résidence principale, ça a bien une charge. Ça rentre dans ton taux d'endettement. Aujourd'hui, en tout cas, dans le taux du HCSF, il ne rentre pas. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vaut mieux, tu peux mieux très vaut donc bien. être propriétaire de sa RP. euh, En fin de compte, le loyer, indirectement, non, parce que là, pour le coup, Ouais. dans le taux du HCSF, il vient de pénaliser parce que si tu es propriétaire de ta RP, tu as un crédit, ce crédit il rentre dans la base de calcul. Si tu es locataire, il ne rentre pas dans le calcul du taux du HCSF. Ça, c'est dans le calcul du taux du HCSF. Maintenant, D'accord. ça peut changer. À aujourd'hui, en tout cas, il y a cette petite coquille. Malgré tout, il faut quand même distinguer le taux HCSF, votre taux d'endettement, d'accord? Et là, pour le coup, dans un taux d'endettement, eh ben, vous aurez bien le loyer qui va rentrer dans votre taux d'endettement, parce que Ouais. le taux HCSF, on parle d'un taux d'effort, d'accord? Donc, c'est pour ça que le taux d'effort, il correspond à tous les crédits que vous pouvez avoir, assurance incluse, et derrière, on divise par vos revenus, d'accord? Donc, la différence entre le taux, il y a le taux d'effort qui est lié avec la HCSF, vous pouvez avoir le taux de charge ou votre taux d'endettement et sur lequel vous avez votre loyer qui va entrer en ligne de compte. Et après, ça peut être aussi la politique d'engagement de la banque qui dit, bah, OK, on va suivre ces personnes-là pour du locatif, mais d'abord, ils doivent être propriétaires de leur résidence principale. Ou alors, il faut expliquer.
ou alors c'est hors délégation et ça passe par un comité, par exemple. D'accord. Donc, vous avez toujours cette petite Alors, marge. juste un instant, parce que je vois une petite question là. Vous pourrez faire un module dans la formation? Oui. Sachez que nos formations avec Mehdi, on les réactualise. Et quand on les réactualise, quand il y a justement ces nouveautés, entre guillemets, on vient les actualiser dans nos formations. Donc oui, il y Alors, aura un module. on les Soit actualise, oui. Soit on on met en des parle. pop-up, ou on en reparle, ou on met des pop-up pour pouvoir Parce actualiser que, la chose. voilà, parce que parfois, il y a des choses qui sont provisoires. Et on ne peut pas faire une formation complète sur quelque chose qui va disparaître dans très peu de temps. Mais c'est vrai que c'est toujours réactualisé, où on refait un petit truc. Donc, Euh, donc ça, c'était la première recommandation. ouais, C'est ce fameux taux de 35%. Donc, je voulais quand même revenir sur comment était calculé le taux d'effort par rapport bien à ça. sûr. Donc, D'accord? le taux d'effort, c'est tous les Le taux, revenus, le taux d'effort, tous les c'est crédits les mensualités des crédits sollicités avec l'assurance, divisé par les plus revenus. tous les crédits que je peux déjà avoir avec assurance, divisé par mes revenus avant impôt. Voilà, le taux d'effort, il est comme ça. Voilà. Et donc, si ça dépasse 35%, compliqué. Alors, si ça dépasse 35%, il faut savoir que la banque a une possibilité, elle a une tolérance de dépasser de 20% de ses dossiers, peut dépasser ces fameux 35%. 20% de ses dossiers. Ça veut dire quoi? 20% de ses dossiers, ça veut dire qu'elle va quand même privilégier ses clients, en fait, qui jouent Fidèle, le jeu. Et bien oui, sûr. parce que si demain vous avez, on prend le contexte, j'ai rien contre les banques en ligne, hein, attention, mais on prend le contexte. Et je ne défends pas ma paroisse, je défends aucun établissement. Là, on est bien d'accord, c'est vraiment sur du généraliste, hein, d'accord? Ouais. À aujourd'hui, si, imaginons, j'ai un prospect qui vient, qui a ses comptes en banque en ligne, qui est propriétaire, peut-être qui a déjà un crédit de sa résidence principale, et qui vient me solliciter juste pour un locatif, d'accord? Eh bien, on va déjà avoir des difficultés à récupérer, on va dire, sa principalisation. On va avoir des difficultés à avoir sa domiciliation, surtout que si en plus il est en banque en ligne, etc. Souvent, par expérience, les personnes ne jouent pas le jeu derrière. Eh bien, ce client-là, malgré tout, eh ben, il va être pénalisé par rapport au regard de la banque qui va regarder son dossier. En gros, soyons francs, vous n'allez pas vous embêter avec ça. Bah, Ça va être compliqué. aujourd'hui, et en plus, s'il dépasse les 35%, oui, on ne va pas aller faire des demandes de dérogation sur du prospect, sur du locatif, qui derrière n'aura pas développé une relation de gagnant-gagnant. Très bien. Donc, D'accord? selon toi, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu penses que c'est la fin des investisseurs? Comme on l'a Non. connu, nous, de notre temps. Non, je pense pas. Moi non plus, Pourquoi? je pense pas. Je pense pas parce que, Je pense que ouais, c'est temporaire. Je pense que je vais essayer de vous faire un parallèle. En fait, depuis que je fais de l'immobilier, depuis que Manu fait de l'immobilier, c'est exactement les mêmes cycles, pas avec les mêmes causes et mots, mais les mêmes effets. Je pense qu'on est rentré dans une période faste où trop de lest avait été lâché. Et là, ils sont en train de retirer un peu et de resserrer beaucoup. Mais tout ça, ne soyons pas fous, pour moi, ça va être temporaire. C'est des cycles. C'est-à-dire que si toutes ces recommandations, obligations sont respectées, effectivement, selon moi, il y aura beaucoup, beaucoup plus de refus, beaucoup moins de prêts accordés. Mais de quoi va en découler tout ça? Eh bien donc, beaucoup moins de transactions immobilières, beaucoup moins de droits de mutation, frais de notaire, encaissés par l'État, beaucoup moins de constructeurs, type Bouygues, Kaufmann ou autres, qui vont chercher à construire puisqu'ils n'arrivent plus à vendre ou moins à vendre. Et à un moment, je pense que cette dureté va s'appliquer quelques mois et à un moment, on va relâcher du lest petit à petit. C'est-à-dire soit peut-être qu'on va redépasser, soit peut-être que ça va redevenir une recommandation. Et finalement, peut-être qu'on va revenir au différentiel. C'est toujours comme ça, c'est toujours des cycles. On veut stopper, on met un coup d'arrêt. Et puis, les conséquences arrivent. Et petit à petit, on relâche un peu, on relâche un peu, on relâche un peu. Et on revient dans la même période faste dans laquelle on était, limite peut-être même plus, et ça recommencera. Il y aura un nouveau ministre ou une nouvelle recommandation qui viendra brider. Et ça, c'est des cycles qui prennent 10, 15, voilà, 10, 15 ans par exemple. Les derniers, c'était 2008.
enfin, c'est mon scénario. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que ces recommandations, aujourd'hui, en tout cas, c'est des obligations et on va les appliquer. D'accord? Malgré tout, je pense comme toi sur un sujet où je pense qu'il y aura des restrictions, des refus de prêt, on en voit déjà par rapport à ça, mais on arrive à obtenir des dérogations et en fait, on s'adapte. Et là, je vais vous expliquer comment on s'adapte et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, les investisseurs, il y a quand même encore de la place pour de l'investissement parce qu'on va pouvoir moduler un peu différemment les choses et ça, je vais te l'expliquer. Et, Ouais. et deuxièmement, il peut y avoir, parce que là, je vois les messages en même temps, j'essaye de lire en même temps, on dit oui, baisse de prix, etc. Ben, oui et non. C'est-à-dire que, en effet, sur certains secteurs qui sont déjà tendus, alors quand je dis tendus, c'est qu'il y a beaucoup d'offres et il y a des refus de prêts qui vont arriver, forcément, ce secteur-là, il va être pénalisé. Mais il y a aussi dans beaucoup de secteurs, et notamment en Ile-de-France, et ben sur lequel, en fait, il y a une pénurie de biens, qu'il n'y a pas autant de biens que ça, et il y a énormément d'acquéreurs encore en face. Ouais, Et bien donc, sûr, finalement, il n'y aura pas forcément une baisse de prix. Hein. bien sûr. Si on allait rapidement, on pourrait conclure, oui, eh ben moins de prêts, donc finalement moins de financement, peut-être plus de refus, donc baisse de prix. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, ça va pas, à mon avis en tout cas, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Il y a des gens il y a dans des zones très tendues comme Paris, il y a des gens qui ont des 150 000 euros, 200 000 euros d'apport. Il y a du cash, il y a encore Et, du cash aujourd'hui. et dans des zones tendues type Paris, Lyon et tout, effectivement, allez, peut-être une stagnation, mais je pense pas que ça subira non plus de baisse. Par Voilà. contre, je m'y risque, selon moi, avec tous ces refus qui vont arriver en cascade et qui n'auraient pas eu lieu le Il y a temps des quelques années mois, passées, il y a quelques le temps mois des même encore. il y a quelques mois, je pense qu'effectivement, euh, il suffit que, comme je l'ai déjà dit, hein, BFM TV et CNews fassent un petit reportage, ils mettent de leur sauce, moins 15% de transactions immobilières sur le deuxième semestre 2022, les gens vont flipper, les vendeurs vont baisser leur prix et ben là, c'est ceux qui auront peut-être un peu de cash ou Qui pourront faire de bonnes affaires aussi. Ouais. qui auront des dossiers sérieux, qui pourront faire des bonnes affaires, comme on a fait en 2008. Moi, en 2008, j'ai vendu juste avant la crise. J'ai récupéré beaucoup de cash grâce aux plus-values. Et quand il y a eu la crise, il est vrai que quand je proposais aux vendeurs ça avec tant d'apport, derrière j'avais un différé, je récupérais, et voilà, on était sûr d'aller au bout. J'avais fait de très belles négociations. Peut-être qu'on va se retrouver dans quelques temps avec les mêmes conséquences. Peut-être pas, peut-être je suis à côté de la plaque. Mais selon moi, c'est un scénario probable parce que Alors, je te dire, c'est mécanique. Plus de alors, refus de prêt, moins oui, d'acheteurs. Le mais vendeur commence à stresser, il veut vendre, il en entend parler à la télé, il sait plus trop. Finalement, il tient il y a la résistance. Il va se dire non, non, je veux quand même vendre ce prix-là. Et puis il y a un moment, il va voir que le voisin lâche, tout le monde commence à lâcher en même temps, et c'est à celui qui veut vendre le plus vite. Parce qu'en 2008, je l'ai vécu. certes, mais moi j'ai même connu d'autres crises avant où les personnes achetaient et revendaient même moins cher parce qu'il y avait de l'euphorie. Après 1991, par exemple, c'est là où il y a eu vraiment une grosse crise immobilière. Mais parce qu'il y avait une bulle spéculative sur l'immobilier. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et Mhm. aujourd'hui, on n'a pas énormément de biens en vente. Le distinguo, il est là au final. Certes, on peut avoir des refus, mais il n'y a pas énormément de biens en vente. Et donc, les dossiers, on va continuer quand même à accompagner les clients. Maintenant, aujourd'hui, déjà, on change. C'est-à-dire qu'avant le locatif, en général, alors je ne dis pas pour toi, Mehdi, parce que tu conseilles toujours les durées les plus longues, mais en général, on était sur une durée de 20 ans sur du locatif. 20 ans. Aujourd'hui, la durée classique sur laquelle on peut monter sur du locatif, c'est 25 ans sans aucune difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour contrer, entre guillemets, ou pour respecter, parce que je ne vais pas dire que c'est contrer, en fait, l'idée de ces recommandations, finalement, c'est la protection du consommateur. Donc, pour respecter ces normes, eh ben, on allonge les durées. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que je vais venir diminuer ma mensualité. En diminuant ma mensualité, forcément, je vais augmenter la durée et donc je vais pouvoir respecter le taux HCSF. Donc, premièrement, oui, on va pouvoir financer du locatif sur 25 ans, alors que en général, on était plutôt à 20 ans Oui. avant. Et 20 ans, quand on était au-delà des 20 ans, c'était hors délégation et il fallait justifier pourquoi je faisais du 25. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je peux obtenir un 25 sans problème. Donc, tu Alors vois, moi,
moi, ce que je leur dis, hein, c'est que pour moi, le combo idéal, c'est un 20 ans avec 36 mois de différé partiel. Pour Oui, moi, c'est le combo idéal. Et à la mais sortie du différé, allongement de durée de 3 ans, ce qui fait qu'on alors a eu un là, 23 ans au taux d'un 20 ans. il y a un petit message qui vient de dire, bah, justement, bon courage pour du 25 ans sur du locatif. Non, aujourd'hui, en tout cas, tout dépend des banques, hein, bien sûr, mais dans les politiques d'engagement des banques, aujourd'hui, 25 ans sur du locatif, aucun problème. Il y a encore un an, quand on avait fait le live sur la résidence principale il y a un an et demi, je disais c'est 20 ans max. Au-delà de 20 ans, c'était hors délégation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, certes, on respecte le 35 par rapport au calcul que je dit tout à l'heure sur le taux d'effort, mais on peut aller chercher du 25 sans problème. Donc déjà, c'est la première évolution. Alors peut-être dans votre enseigne de banque, mais Ouais. c'est vrai que moi, je pense souvent dire j'ai du mal à avoir au-dessus de 20 ans. Les conseillers me disent non, sur le locatif, c'est 20 ans Oui, max, etc. mais c'est en train de se mettre en place, Mehdi. C'est-à-dire que Ah, là, c'est enfin. moi, je vous dis les choses qui arrivent par rapport à ces recommandations-là. Donc, les pistes, en tout cas, qui sont faites hein, par rapport aux établissements, c'est de dire, OK, on fait les 35. Alors là, on me dit, ah, la Société Générale, compliqué, etc. Le Crédit Agricole, 25 ans, c'est mort. Moi, sincèrement, je connais leur politique d'engagement et je vous dis que c'est pas mort du tout. Ça a changé. Alors attention, quand je dis ça a changé, ça change là. Hein. C'est pas, Ah, ça c'est le date temps que pas d'il ça y se a, mette en place. c'est pas d'il y a 6 mois. Hein. C'est les recommandations, c'est actuel, hein, d'accord. Donc l'objectif, premièrement, c'est on diminue ça. Le deuxième point, c'est de dire aux clients, on va leur dire, vous augmentez votre rapport. En augmentant votre rapport, alors c'est vrai que tu vas me dire oui, mais on défiscalise, c'est mieux d'emprunter le plus, les taux d'intérêt. Oui, mais l'investisseur doit aussi savoir s'adapter. C'est-à-dire que oui, on va demander de mettre de l'apport. Bien Maintenant, sûr, je suis d'accord avec si on, toi. si on, L'investisseur doit si, savoir s'adapter. si Et on j'ai toujours reprend conseillé à nos exactement, participants que si vous n'avez pas 5 000 euros, voire 10 000 euros d'épargne, ne commencez pas à investir. et d'ailleurs, si on reprend toujours pareil, la vidéo qu'on avait fait sur la résidence principale, les conditions que je vous avais dit à l'époque, c'était, et donc ça, c'est date d'il y a un an et demi. Je vous avais dit 110% compliqué, on est sur du 100% et que du 20. Maintenant, on est bien sur du 25 ans. Oui, on va vous demander d'apporter les frais de notaire, au moins les 10%. Donc, si je mets un peu d'apport sur mon bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai une mensualité plus petite pour respecter finalement ces recommandations-là. Et le troisième point aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire qu'avant, je pouvais faire un prêt immobilier avec mon achat immobilier avec des travaux à 6 000 euros. Aujourd'hui, ce prêt-là, on le fait a posteriori et on le fait en prêt à la consommation. Parce qu'avec Comme le prêt à ça, la consommation, on n'est pas touché par ces fameux 35% d'HCSF. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu le fais a finalement, posteriori. on le fait après le projet. Exactement. D'accord. Donc, Donc ça c'est veut dire quoi? Ça veut une dire petite que, ça veut dire, ça veut dire que déviation. finalement, quand tu me dis tout à l'heure, oui, ce taux-là va pénaliser les investisseurs, eh bien, j'ai envie de te dire, oui, ça peut pénaliser. Néanmoins, on va pouvoir s'adapter. Et des personnes qui ont de l'apport, eh ben, ils peuvent aussi très bien monter ce qu'on appelle un prêt mixte. Alors, c'est quoi un prêt mixte? Eh ben, j'ai une partie en Fini. amortissable et j'ai une partie en effet en in fine. Le in fine, bien sûr, il va falloir le rembourser. Mais au lieu de mettre mon apport dans mon projet, je le mets sur un contrat d'assurance vie, je vais nantir ce contrat d'assurance vie et un in fine, par exemple, je vais prendre une calculette pour vous donner le coût que ça représente. Si Bon, par exemple, je prends 50 000 les euros, rendements, ils sont pas super aussi, hein. les rendements ne sont pas super, je suis d'accord avec toi, Mehdi, mais l'objectif, là, tout dépend ce que tu veux. Est-ce que tu cherches du rendement dans ton assurance vie ou tu veux te faire financer un bien Ouais, immobilier? Tu vois, c'est bien un sûr. mix de tout ça. Après, ton rendement, il est aussi, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que la prime en fait, le taux de rentabilité de ton placement, c'est quoi? C'est la prime de risque que tu es prêt à prendre. Si tu n'es pas prêt à prendre de risque, bah oui, tu auras un rendement qui va être entre 0,7 et 1%. Mais aujourd'hui, tu empruntes à des taux qui sont équivalents. On ne peut pas avoir une rentabilité sans risque à 3% ou 2% et derrière avoir un emprunt à 1%. Ça Oui. n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que M. Madoff qui arrivait à faire croire à des gens qu'il n'y avait pas de risque à 7 ou 10%. Mais en fait, il faisait de la pyramide, tout simplement. En Bien fait, sûr, bien sûr. il faut pas être crédule et il faut se dire, OK, aujourd'hui, si j'emprunte pas cher, parce qu'aujourd'hui, on emprunte vraiment pas cher, et ben, ma rentabilité de mon placement, s'il est 100% garanti, oui, et ben, il est faible. Voilà, c'est la contrepartie. Néanmoins, via le prêt in fine, je te reprends mon exemple, 50 000 euros en prêt in fine. Alors, sur le in fine, on n'est pas sur 20 ans, on est sur 10 ans, 12 Tiens. ans, 15 ans max. Ouais. D'accord? Eh ben, le prêt in fine pour 50 000 euros hors assurance, il va me coûter 62 euros par mois.
62 euros par mois. Donc forcément, je vais diminuer aussi ma quantité par rapport à mon HCSF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs, il faut… alors Manu, tu vas nous financer. Vous pouvez m'appeler pour les conseils, mais je ne finance pas en direct les participants, je le rappelle bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'investisseur, il doit s'adapter. Et oui, il y a des opérations qui vont être à faire parce qu'on a déjà parlé des diagnostics énergétiques et des mauvaises notes, etc. Donc, il va y avoir des coûts à faire. Je te rejoins sur le fait qu'un client qui aura déjà eu un refus, qui va entendre parler du HCSF, quelqu'un qui va arriver avec un dossier, avec de l'apport, qui va lui montrer qu'il y a un sérieux et un accord, il va pouvoir négocier. Donc, ça va être aussi le moment de faire de bonnes opérations. Bien sûr, derrière, les meilleures affaires. Je vais monter mon dossier. Si j'ai joué le jeu avec ma banque et je suis à 37%, 38%, 39% de taux HCSF, j'aurai un accord de crédit puisque la banque va pouvoir dépasser sur 20% de ses dossiers et en plus, je joue le jeu. Donc, bien sûr, c'est pour ça que c'est un peu pour faire peur. C'est un peu pour faire peur, mais ça veut dire qu'au résultat… C'est aussi un peu quand même pour cadrer parce que là, on était dans un excès de… Je m'appelle Jade, j'ai un SMIC depuis 2 mois. Non, mais ça, tu sais comment… On va avoir des problèmes, Manu. On n'en parle plus, mais tu sais comme moi que ça n'existe pas. Et ça n'existait pas déjà avant. Voilà, ça existait pas avant. Ça existait chez beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je comprends que le gouvernement, que le HCSF, etc., a voulu mettre, pas un coup d'arrêt, mais un coup protection. C'est de la protection. Pour la protection du consommateur. Exactement. Et parce que je pense que ces Jade, 26 appartements en 6 mois, ont fait beaucoup de mal. Parce que c'était faux. Et de deux, je pense qu'ils ont voulu faire une protection du consommateur. Je pense, comme je te l'ai dit, qu'ils ne peuvent pas tenir ces recommandations ou ces obligations dans le long terme, puisque au-delà d'avoir moins de droits de mutation, moins de frais de notaire, etc., donc moins de recettes fiscales, énormément de gens seront au chômage. Aujourd'hui, un constructeur, alors déjà, il sous-traite énormément, mais ça veut dire qu'il y aura énormément de gens sur le carreau, des plaquistes, des plombiers, des… Dis-toi, Mehdi, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, hein, mais moi, je relativise toujours un petit peu quand même si j'ai quand même un fond où je suis complètement d'accord avec toi. Malgré tout, aujourd'hui, les programmes immobiliers dans le neuf, il y a énormément de recours sur les terrains par rapport à des associations, des choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, finalement, quand tu regardes les programmes, on est déjà sur des livraisons fin 2023, voire du 2024. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stock. Hein. Donc, il y a quand même un laps de temps pour que finalement, on ait vraiment une réduction et des impacts sur les contours des non-ventes du marché immobilier. Bien sûr. Je pense qu'il faudra… Après, on n'a pas aussi encore le Covid et le mal du Covid qu'il a fait sur les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont été aidées avec un certain nombre de PGE. Les PGE sont mis sur des reports. Aujourd'hui, les sociétés doivent choisir des options, d'accord? Donc, soit ils le remboursent, et 90% des structures ne les remboursent pas, et ils partent sur de l'amortissement. On refait un différé d'1 an, et après, ils amortissent sur 4 ans. Aujourd'hui, ces sociétés-là, demain, finalement, le Covid, c'est une épée de Damoclès qu'on a encore sur la tête. Hein. Et aujourd'hui, on n'a pas encore ces retombées. Donc oui, le HCSF vient, par rapport à ça, je pense, sécuriser tout ça. Mais moi, je pense que finalement, il y a un certain nombre de PGE qui ne vont pas être remboursés, même s'il y a des garanties. Et pour le coup, ça va coûter aux contribuables. Ouais. Parce que même si c'est garanti, il faut rappeler que la banque y est à 10% de sa poche, ça n'est garanti qu'à 90%. Alors 10%, ça peut paraître peu, mais sur 14 milliards, quand les banques sont à 10%, ça commence à faire un montant. Je suis d'accord avec toi, mais quand je parlais du risque, ce n'était pas pour l'établissement financier. C'est que finalement, l'État qui va être derrière, qui va indemniser justement par rapport à la garantie, c'est les contribuables qui vont payer par rapport à leurs impôts. Et aujourd'hui, on n'a pas encore finalement les retombées par rapport à ça. Voilà. On n'a pas les chiffres. Hein. Donc, moi, j'ai plus une crainte là-dessus finalement que par rapport à l'impact sur l'immobilier. C'est comme j'ai vu dans ta story, là, tu as mis tes taxes foncières. Je crois que j'ai vu celle de la pharmacie là, qui est passée à 2850. Elle était plus l'année dernière. Non, j'étais à plus de 3000 l'année dernière. Ah, à la BC. À la BC. Eh ouais, comme quoi ça arrive. T'es l'un des seuls parce que moi, elles ont toutes pris entre… en appart, ouais. En appart, elles prennent.
entre 50 et 200 euros pour les immeubles. Elles ont toutes pris. Hein. Sur C'est-à-dire celle-ci, que moi, je suis. celle-ci, elle n'a pas pris. Mais voilà. Mais bon, Mais après, bon, ça fait partie du jeu. Mais ça y est. Tu vois, j'ai le sourire. Hier, je l'avais moins. Mais là, ce soir, j'ai retrouvé mon sourire. voilà, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, c'est un peu contradictoire le HCSF avec vous, les établissements bancaires, qui avaient pour but et comme mission de faire du crédit. C'est vrai. Donc, si on vous bride, comment vous allez faire le crédit? Puisque c'est, je ne vais pas dire c'est votre mission première, mais Non, mais vous avez des objectifs à tenir. oui, À faire. et C'est aller pour ça chercher des parts de marché. Mais Oui. c'est pour ça que je te disais, félicitations, nouvelle réservation. Bon, j'ai un coaching qui vient d'arriver en même temps. Ça veut dire que mon discours a dû plaire. Non, blague à part. En fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est justement par rapport à ces 35%. C'est pour ça on augmente la durée. Et c'est pour ça que je peux vous assurer sincèrement que les prêts immobiliers sur du 20 ans, du locatif, demain, du 25 ans, il n'y a aucun sujet sur le 25 ans. Demain, bon, pas demain, donne-nous premier semestre 2022, parce que tu sais que on est scruté, comme nous, on a pu scruter certains. Ah non, non, moi en tout cas, dans certains, alors je ne connais pas toutes les politiques d'engagement de toutes les banques, hein, on est bien d'accord, mais celles que je connais, aujourd'hui, on fait du 25 ans sans problème sur du locatif. Aujourd'hui, on est le 13 octobre 2021. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a le 25 ans, on mettra peut-être un peu plus d'apport, on fait du pré-mixte, et s'il y avait des travaux, eh ben, on va les financer avec un conso, c'est vrai. Alors, il y a des avantages, des inconvénients, ça on l'a vu dans la formation, on le voit sur le groupe Telegram, donc on ne va pas le faire ce soir, mais vous le financez avec un conso pour pas qu'il rentre du coup dans le taux de calcul du HCSF. alors, parce qu'un taux de conso, on est sur un taux de charge sur lequel on va à 40, 42, 43%. Donc, on est sur un taux qui est au-delà des 35%. Vous le financez a posteriori, mais vous pouvez pas le lisser sur toute la durée du prêt. On ne lisse pas sur toute la durée du prêt. Tout à fait. Mais il n'y a pas de frais de garantie. Il peut y avoir ou pas de l'assurance. Tu vois, donc voilà. Finalement, on est sur du déblocage sans la facture. On va débloquer la globalité. C'est un autre mode de gestion. Jusqu'à combien vous débloquez sans facture? Si tu fais un prêt conso de 40 000 euros, un prêt conso, on peut mettre 40 000 euros directement sur le compte. Alors là, on met prêt in fine. Oui, on en a déjà parlé. Hein. Il faut juste prendre la vidéo il y a 10 minutes où on a parlé du prêt in fine. Mais la durée max du prêt conso que vous adossez? Généralement, on est sur du 10 ans. 10 ans, c'est le max? Alors, on peut aller chercher au-delà, mais là, on va être sur du prêt sur mesure. Donc après, ça dépend si les établissements financiers le proposent ou pas. Ça dépend après de la banque. Ouais. D'accord. Et tu nous dis que demain, le 25 ans va être beaucoup plus généralisé, mais je pense que du coup… Ah, bonsoir, Johan. J'avais pas vu que c'était Johan. Salut, Johan. Un grand bonjour à Yoann. Ouais, moi, je lis pas les questions parce qu'on répondra en fin de vidéo. Donc, je disais que tu nous disais que demain, le 25 ans va se généraliser. Mais du coup, tu sais que moi, j'adore le différé de 36 mois. 25 plus 36 mois différés. Du coup, ça va être toujours possible ou ça va être un peu plus dur? Non, parce qu'en général, on fait 25. Avec le HSF, c'est plus 2 ans. Hein. Donc là, pour le coup, tu pourras faire une modulation éventuellement, mais tu pourras pas tout cumuler. Sachant que le différé, on le faisait également aussi avec les travaux. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de travaux, on va plutôt être sur des mini différés de 4 mois. On va plus avoir des différés de 12 ou 24. Hein. Donc voilà, ça change aussi. Hein. C'est-à-dire que dans les stratégies, voilà, les investisseurs qui se reconstituaient de la trésorerie indirectement avec ces différés. J'en ai reconstitué énormément, beaucoup, mais ça veut dire que voilà. Mais c'est pour ça que… Mais Manu, dans mon prochain achat, je peux te dire, ouais, j'ai des travaux. Sauf que, en fonction de ton taux, si tu as 10 000 euros, je vais te dire, on va le faire en conso. Et donc, ton différé, tu l'auras de 4 mois. Ouais, bon. Après, comme tu as dit, tu n'as pas la politique de toutes les banques. Mais après, j'ai pas la politique de toutes les banques. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, en tant qu'investisseur, forcément, je vous recommande toujours ce qui a marché pour moi. Moi, mon combo idéal a toujours été le 20 ans plus 36 mois de différé. À la sortie du différé, je repartais en amortissement. Et derrière, un an après, allongement de durée de 36 mois. Oui, forcément, j'ai mis énormément de trésorerie de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, j'arriverai à le refaire? Les modulations de ton prêt, oui, si ton prêt est modulable, puisque c'est contractuel.
avoir un différé au départ en fonction du montant des travaux, à voir. Tu vois, ça, c'est les positions qui sont en train d'être faites. Hein. Là, pour le coup, et je ne connais pas toutes les politiques d'engagement de toutes les banques. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, tu as bien dit que, et tu as raison, un investisseur doit s'adapter. Chaque Exactement. période a une stratégie d'investissement. Comme je vous l'ai dit en 2008 lors des subprimes, pour les plus anciens que vous avez peut-être connus, on a eu des taux assez élevés et des prix très bas. Moi, je me suis adapté. À ce moment-là, je venais de faire des grosses plus-values. J'ai mis un peu d'apport, même pas mal, que j'ai reconstitué grâce à du différé. Et ensuite, j'ai renégocié des taux à 4,80 au finalement pour arriver à 2, à 2, à 1,70, à 1,50. J'ai sans cesse renégocié. Donc finalement, j'étais gagnant sur beaucoup, beaucoup de points. Et l'immobilier, c'est des cycles. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau cycle qui ne veut pas dire que c'est la fin des investisseurs. Moi, j'y crois pas du tout, et Manu non plus. Ça veut juste dire qu'il va falloir s'adapter. Deuxième conseil que je te donne, comme je te l'ai dit, si tu n'as pas 5 000 euros de côté ou 10 000 euros, Mais j'ai envie, minimum. Ouais, minimum. Hein. ne commence pas l'immobilier. Toi qui me regardes, assez jeune, etc., fais comme mon petit cousin Ilan. Il est venu me voir, tu le connais, il y a une vidéo qui va bientôt paraître sur sa chaîne, sur ma chaîne, pardon, où il a voulu commencer l'immobilier, il était à l'armée. Je lui ai dit, ne viens pas parler avec moi tant que tu n'as pas 10 000. Il est parti faire une mission, je sais plus où, dans les pays un peu risqués. Là, il a fait une mission de 6 mois et tout. Il est revenu, il avait les 10 000. On a commencé, on a vu comment ça a développé. La résidence principale, quand j'ai fait la vidéo avec lui, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur la chaîne. On a 330 000. Comment faire une grosse plus-value. Tout le monde a dit, ah, t'es pas un bon youtubeur, t'as pas lu Robert Kiyosaki. Je vais refaire une vidéo bientôt. Vous allez voir que là, en théorie, c'est vendu. Et vous allez voir, si on parle pour rien, vous allez voir la plus-value réalisée en 2 ans, un peu plus de 2 ans. Ça veut dire qu'il s'est logé gratuit. Il a tout récupéré, capital amorti et intérêt qui pourrait être perdu. Et il a pris une plus-value exceptionnelle. Vous allez voir et vous pourrez re-regarder la vidéo. C'est ça qui est bien dans Internet. C'est qu'on peut revenir en arrière. Donc pour moi, c'est pas la fin des investisseurs. C'est juste qu'il faut s'adapter. Et comme Manu vous l'a expliqué, et d'ailleurs, je vous invite à prendre des coachings avec Manu parce que moi, je n'ai plus le temps de les faire et je ne les fais plus et je vais repartir au Maroc certainement demain, après-demain. Je vais voir les billets tout à l'heure, tiens. Je vous invite à les faire avec Manu parce que il pourra vous donner beaucoup, beaucoup de solutions. On a fait un petit peu. Mais pas de financement. Je ne finance pas Ah les oui, projets parce que souvent on on ne dit oui, quelle finance banque, pas. etc. Je scinde les deux. Je peux pas faire. Je Voilà, peux pas ni faire. des coachings, tu as un devoir de réserve, ni des coachings, ni des participants, ni rien, on ne finance pas. Voilà, exactement. On conseille. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder Alors, avec toi. juste, voilà, je voulais juste donner un dernier info. Par exemple, j'ai fait un calcul avec un taux HISF. Tu vois, Ouais. juste pour que ça vienne illustrer. Donc là, j'ai pris par exemple un calcul. Mhm. Monsieur, madame, en revenu, ils gagnent 4 500 euros à eux deux. D'accord? Mhm. C'est-à-dire 2 500, on va dire que c'est madame qui gagne plus, 2 500 euros madame, 2 000 monsieur, et ils ont 4 000 euros de revenus fonciers. Ça leur fait 8 500 euros. Mhm. Face à ça, ils ont 2 700 euros de crédit. Ils ont bien optimisé les revenus fonciers et ils ont 400 euros d'impôts. Donc ça, je vous invite à venir voir dans nos formations. On vous explique l'ANA, etc., comment on peut faire. Ils ont un loyer de 1 000 euros, ça veut dire qu'ils ont techniquement 4 100 euros de charges. Eh bien, ces clients-là, ils étaient un taux de charge de à peu près 22% et un taux HSF de 31,76. C'est-à-dire qu'avec le différentiel. Alors, non, si on Ah. était, voilà, si tu veux, avec le système un petit peu d'avant, on était sur, en effet, à peu près 22%. Aujourd'hui, avec le HCSF, on est presque à 32. Donc, tu vas me dire, on est presque à la limite. Eh bien, ces clients-là, imaginons, ils viennent nous voir pour un nouvel objet, un financement, par exemple, de 150 000 euros. Ouais. On va être à peu près sur, 730 euros par mois. On va avoir un loyer de 900. Et ben, ces clients-là, ils vont passer un taux HSF de 37,56. On va donc dépasser les 35. Néanmoins, si ces clients-là sont principalisés chez nous, ils jouent le jeu, ils ont de l'épargne, ils ont des cartes, etc., et que ça fonctionne bien, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas les accompagner. Voilà, et ça, c'est une bonne précision. Donc, et pour parce autant, que on va leur refinancer 150 000 euros. Et avec 150 000 euros, alors certes, dans certaines villes, on n'achète pas grand-chose, dans d'autres,
On peut même faire 2 studios, ça dépend, hein, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore des capacités. Ouais. Bien sûr. Et ces clients-là qui n'avaient pas de loyer, à l'époque du différentiel, s'ils n'avaient pas de loyer, s'ils étaient propriétaires par exemple, ils étaient même avec un taux négatif. Hein. Ils étaient à moins 2,5. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, il y a quand même un impact. Il y a quand même ouais. un impact du HCSF. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu. Il y a un impact indéniable. On peut pas se le cacher. Je pense que c'est quand même beaucoup plus de peur que de mal. Il y a un impact, oui. Non, il y a quand même un impact. Mais il y a des solutions. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut s'adapter et l'investisseur doit s'adapter et il va devoir chercher des affaires un petit peu différentes. Et justement, profiter de ces recommandations-là pour bien valider son dossier. Et je pense que la préparation du dossier, c'est aussi très important aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, dans votre espace membre, si vous êtes membre de nos formations, il y a dans la boîte à outils un espace dédié à la préparation du dossier bancaire qui est très très bien fait, qui a été fait avec la participation d'un de nos membres et il est vraiment super, il est aux petits oignons. On va passer au deuxième sujet. Est-ce qu'on passe au deuxième sujet ou on fait des questions-réponses? Parce que je vois qu'il est déjà 10h moins 25. Non, on passe au deuxième sujet parce que c'est un sujet énormément que j'ai eu en question, en commentaire, etc. Mehdi, comme beaucoup de personnes, ça peut arriver. J'ai eu une maladie grave, j'ai eu un accident, j'ai aujourd'hui un handicap. Je ne peux plus emprunter. Comment faire? Quoi faire? Est-ce que je suis lésé par rapport aux autres, etc. As-tu une solution? Comment, d'un point de vue bancaire, vous voyez ce genre de situation? Alors, il y a plusieurs sujets, mais en tout cas aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la convention AERAS. AERAS, c'est quoi? En fait, c'est s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Ça veut dire que les établissements financiers, ils doivent proposer à ces clients-là, en fait, un accompagnement par rapport à l'assurance. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux, tout ce qui est assurance des emprunteurs, eh ben, ça échappe pas au devoir de conseil, au devoir d'information que la banque va avoir par rapport à ses clients. Donc, il y a un sujet, si demain tu as des pathologies sur ton assurance, par exemple, eh bien moi j'invite, avant d'aller faire le projet immobilier, de commencer par l'assurance, de trouver une assurance. D'accord? On peut très bien solliciter sa banque qui va poser les questions. D'accord? Donc ça peut se faire sous format papier, ça peut se faire sous format électronique. Voilà. Il y a toujours de toute façon le conseiller doit garder confidentiel les informations s'il pose des questions. Mais aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, on fait énormément de choses en distanciel. Et en fait, on va vous déposer directement dans votre espace client le questionnaire et vous allez répondre tranquillement à la maison à vos questions. D'accord? Donc, dites la vérité. Dites la vérité parce bien sûr qu'il faut dire la vérité parce que forcément, s'il y a un fausse déclaration égale tout de suite, on rembourse rien. Alors, fausse déclaration, on veut dire que les cotisations sont dues et il n'y a aucun remboursement. Tout à fait. Et une escroquerie à l'assurance, ça peut même être du pénal. Donc, dites la vérité. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, la convention AERAS est venue mettre en place, donc ça, je crois que c'est depuis 2015, et en fait, tu as ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc, le droit à l'oubli, c'est quoi? Le droit à l'oubli, c'est si j'avais une pathologie que je n'ai pas tout à fait déclarée, par exemple, lorsque j'avais, par exemple, j'ai une maladie cancéreuse qui a été diagnostiquée avant, en fait, on distingue avant 21 ans, d'après 21 ans. Si ça a été fait avant 21 ans et que la date de fin du protocole thérapeutique a plus de 5 ans, et ça c'est important, c'est bien le et, hein, c'est pas ou, hein, et s'il n'a pas été constaté de rechute, et ben au final, j'ai un droit à l'oubli. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé et je ne dois pas le déclarer. Et si je l'ai déclaré, et ben au final, l'assurance ne doit pas en tenir compte. D'accord? Donc ça, c'est si j'ai moins de 21 ans. Si c'était plus de 21 ans, eh ben, la fin du protocole thérapeutique, il doit être de plus de 10 ans. Donc ça veut dire que théoriquement, pour tout le monde, au-delà de 10 ans, même si j'ai eu un cancer, eh ben, je n'ai pas besoin de le déclarer. Si je suis en rémission, je n'ai pas besoin de le déclarer. Voilà. Donc ça c'est faut attendre 10 ans. 10 ans si j'avais plus de 21 ans, exactement.
lorsque le protocole thérapeutique, en tout cas, il a été terminé. Voilà. D'accord. Maintenant, Donc ça, c'est la convention AERAS. Et il faut savoir aussi, parce que souvent ça c'est méconnu, il faut savoir que les surprimes que je peux avoir avec l'assurance, eh ben, en fonction de mes revenus, alors là pour le coup c'est en fonction des revenus, hein, eh ben, je peux avoir une prise en charge partielle ou totale de la surprime par rapport aux revenus que je peux avoir. une prise en charge de la part de qui? Bah, en fin de compte, entre guillemets, c'est comme des allocations familiales. Tu vois, c'est une prise en charge de l'État de ça en fait. C'est pas la banque qui va prendre en charge. Et ça, Parce que la banque, la personne doit faire la demande à la CAF. alors, en fait, quand vous êtes avec la convention ERAS, la banque elle vous accompagne hein, dans tout ça. Hein, D'accord. et après, elle vous met en lien avec les organismes qui s'occupent de ces prises en charge. Et après, c'est calculé en fonction des revenus. Ouais. Question simple. Ouais. J'ai 30 ans, je travaille, j'ai un bon salaire, je suis handicapé en fauteuil roulant. C'est plus dur d'emprunter que si j'avais mes jambes, oui ou non? Alors, tout va dépendre. Si demain, tu as eu un handicap et c'était suite à un accident, d'accord? Eh ben, il y a des couvertures qui vont plus être offertes au final, entre guillemets. Maintenant, il y aura peut-être d'autres solutions d'accompagnement par rapport à l'assurance. D'accord. Ok. Bon, on va se prendre 5 minutes de questions parce que faut que. Et voilà, en résumé, si vous voulez, les assurances aujourd'hui, il y a plein de contrats. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler avec votre banque, vous pouvez faire une délégation d'assurance. Vous pouvez, bien sûr, ce qui est important, c'est pas uniquement de regarder le prix, d'accord? Il faut regarder les conditions, les garanties et pourquoi vous êtes couvert. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. On parle toujours prix, mais il faut Alors, pas c'est regarder déductible. le prix. Mais Alors, le prix est déductible. En plus, c'est déductible. Mais au-delà du prix, moi, j'ai déjà vu des contrats sur lesquels, par exemple, l'ITT ne fonctionnait pas en cas de chute et c'était, par exemple, le taux légal d'alcoolémie. Or, dans certaines compagnies, non. Et quand le taux légal, c'est pas parce que je conduis. Hein. Je peux être à la maison, j'ai bu un peu de trop, je suis tombé dans les escaliers en descendant la cave. Vous voyez, c'est des cas comme ça qui peuvent exister. Donc, ça veut dire que il faut quand même faire attention. Comment il faut lire. Il faut lire les contrats. Faut pas hésiter à demander combien de personnes je vois avoir leur offre de prêt, être tellement content, signer sans avoir vu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une erreur. Se faire financer, c'est un fait, c'est bien. Savoir ce qu'on signe, c'est mieux. C'est mieux. Mais il faut surtout, par rapport à l'assurance, bien regarder vos conditions. Et malgré tout, vous pouvez aussi négocier avec la banque la tarification. On a des possibilités de demande de dérogation. Alors, je ne dis pas que vous aurez 50% de remise, hein, mais on peut aller chercher 10%, 15%, 20% de remise là-dessus. Suite à toutes ces délégations d'assurance, vous êtes un peu… Oui, et les banques ont créé leur propre compagnie. Avant, on pouvait travailler par exemple avec une certaine compagnie et ils ont créé leur propre compagnie par rapport à ça aussi. Ouais, il y a du PNB sur l'assurance, il ne faut pas se cacher. Hein. Il y a du PNB sur l'assurance. Maintenant, voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même regarder pourquoi je suis couvert. Pour nos abonnés, du PNB, c'est en gros, il y a du bénéfice. Voilà, il y a du bénéfice, bien sûr. Peut-être même plus que sur le taux. Oui, peut-être des fois plus sur le taux. Ouais. Là, on est dans le devoir de très bien. Bon, on va prendre quelques questions 5 minutes et puis après, moi, je pense que je vais aller faire ma valise. Donc demain, toi, tu pars et moi, demain, j'ai une réunion ultra tôt. Je ne sais pas si c'est demain qui part ou après-demain, samedi, mais j'ai vu les températures. Hasta luego, vista. La semaine prochaine, je suis en vacances. Ça y est, il commence à pleuvoir. Ouais. Alors, du coup, allez, tu veux prendre quelques questions? Alors, bonsoir et merci à vous deux. Alors, si on passe les frais de notaire aux vendeurs, on peut apporter moins d'apport. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acte en main. Alors, attention, parce que l'acte en main, oui, vous passez au vendeur. Néanmoins, le conseiller qui va lire la promesse ou le compromis peut se rendre compte que finalement, les frais sont chez le vendeur et puis il peut vous dire, bah non, mais voilà, il faut que vous apportiez quand même plus d'apport. Donc, tout va dépendre quand même. Quand je l'ai fait, quand Ilan l'a fait, c'est passé comme une lettre à la poste parce que c'était le conseiller, il avait rien capté, c'était il y a longtemps. L'inconvénient de ça, il y en a encore qui le captent pas, c'est vrai. Bien sûr. L'inconvénient de ça, c'est que je me suis fait barber le prorata
le vendeur ne m'a jamais renvoyé les 780 euros de prorata en plus. Ah bah oui, ça. Bah oui, bah les frais de notaire étant à sa charge, Eh même oui, si c'est c'est moi pour qui les lui. a directement, c'est C'est lui pour qui a lui. reçu le chèque et puis va le recontacter 7 mois après. Ah bah Ouais, non, c'est pour lui. Et puis même, c'est pour lui. C'est lui, finalement, il t'a vendu plus cher et c'est lui qui a payé les frais. Donc la restitution, elle est pour le vendeur. ouais, Et ouais, là, j'avais les nerfs parce qu'en théorie, ça devrait être pour moi. Mais bon, ça, c'est l'un des inconvénients. c'est pas grave. Tu conduiras un peu moins le GLC. Et puis au final, tu mettras moins d'essence et tu vas les récupérer. Tu peux parler. Est-ce que tu vois d'autres questions? Vaut-il emprunter en début ou fin vaut-il mieux emprunter en début ou en fin d'année? Alors, il y a des établissements qui ont des En fin quotas. d'année, vous avez atteint vos objectifs. Pas forcément, parce que quand tu fais un financement en fin d'année, en général, il est débloqué en début d'année, hein. Donc, Ouais, si tu veux, les dossiers que tu es en train de monter aujourd'hui, c'est des réalisations pour l'année prochaine. ouais, Donc, finalement, recevoir des dossiers aujourd'hui, c'est très important, hein. d'accord. Ok. Pourquoi? Parce Donc, que vu qu'ils sont ouais, débloqués à 3 ou à 4 mois, en général 3 mois, mais on va dire entre 3 et 4 mois, les instructions de dossier que tu fais aujourd'hui, c'est les ouais. réalisations de demain. Et là, c'est pour les objectifs de 2022. Je ne connais pas encore mes objectifs de 2022, mais en tout cas, je sais qu'ils vont Oh, être assez colossaux. Ils vont être assez importants, hein. bah là où tu es placé, monsieur, euh, quand le salaire de revenu moyen minimum, il est de 100 000 euros, à Non, mon avis, pas autant, mais c'est vrai que les tickets sont assez importants, ouais. très bien. Bon, on va pas durer. Alors, Manu, une astuce pour les gens en surpoids. Il veut pas Euh, s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Mais vas-y, on va te laisser répondre. Non, mais Pour les... après, tout dépend le surpoids. Après, malgré tout, on doit pouvoir accompagner un client qui est en surpoids. C'est vrai il y aura malheureusement une surprime. Et après, c'est cette surprime qu'il faut quantifier et voir Par rapport à l'IMC, vous estimez le surpoids? bah, en fait, voilà, c'est calculé par rapport. Quand tu fais un questionnaire, il y a toute une grille où tu mets ta Oui, taille bien, et tu mets bien placé. finalement. Et voilà, tu mets la taille et le poids. Mais ça, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir te répondre. Alors après, c'est vrai que quand tu as un taux d'assurance qui est très élevé, le problème qui peut arriver, alors que ça arrive aujourd'hui aussi par rapport à des pré-relais, par exemple, des personnes d'un certain âge, c'est quand on est âgé et que derrière, finalement, on atteint rapidement ce qu'on appelle le taux d'usure. Et là, j'ai pas de solution Est-ce que tu peux aujourd'hui. nous réexpliquer très brièvement le taux d'usure et puis après on va arrêter Le ce taux live? d'usure, c'est le taux de crédit sur lequel on ne peut pas dépasser. En fait, on ne peut pas dépasser un coût de crédit. D'accord? Donc, on ne peut pas dépasser un coût de crédit, c'est-à-dire on met dedans l'assurance, on met dedans la garantie, on met les frais de dossier et le taux d'intérêt. Il ne doit pas dépasser un certain taux. Et souvent, quand j'ai un taux, finalement, un pré-relais avec un taux élevé, ou je suis sur en plus des périodes courtes, bah, finalement, j'ai un taux qui peut être rapidement, on peut atteindre rapidement le taux d'usure. Ouais. Tu vois, par rapport au HCSF de tout à l'heure, ce que je te disais, euh, là, je ne parle pas pour tous les établissements, mais nous, on réfléchit aujourd'hui différemment. Et par exemple, pour un pré-relais, avant, on prenait 60% de la valeur. Aujourd'hui, avec un compromis signé, on va prendre 90% pour réduire le prêt complémentaire au Bien sûr. pré-relais et finalement diminuer le HCSF. Donc aujourd'hui, on essaye de travailler avec ces recommandations Mhm. pour essayer de trouver des solutions sans forcément pénaliser le client. Le but, c'est d'accompagner nos clients. Tu vois, donc on trouve des solutions. Et de Oui, temps bien en sûr, il y a toujours des solutions. Vous vous adaptez, les investisseurs s'adaptent, les Alors, établissements bancaires s'adaptent. dernière petite question. Manu, penses-tu que c'est la fin du calcul du différentiel ou il reviendra? À aujourd'hui, en tout cas, c'est la fin. Euh, Tant qu'il y a les recommandations HCSF et donc ces obligations-là, je ne pense pas que les établissements reviendront sur du différentiel. Donc, il faut travailler différemment. Ouais. Est-ce que tu penses, malgré tout, moi je pense que oui, et je vais même me lancer dans un pronostic. Je pense que fin 2022, on Dans aura une deux baisse de ans, l'immobilier. On aura ouais, une une baisse de baisse de l'immobilier. l'immobilier. Moi, je pense que dans 2 ans, on aura forcément des choses par rapport à ces Pas 2 ans, recommandations-là. Dans deux fin ans. 2020, c'est dans un an, c'est demain. Ouais, alors moi, c'est plutôt, voilà, je pense que dans un an et demi, à peu près, on va commencer à reparler des recommandations HCSF. Mais On va. 2022, on va devoir les appliquer. Ouais. Non, mais moi je pense qu'on aura, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je pense qu'on aura une baisse de l'immobilier. Alors, peut-être pas phénoménale, mais je pense qu'on va frôler les 10% parce que taux de refus beaucoup plus élevé. Donc, vendeur un peu plus pressé, vendeur d'en avoir marre de perdre du temps parce que parfois, quand tu vends
et que tu as un refus au bout de 3 mois, il faut remettre. Entre-temps, le marché a chuté, BFM a commencé à faire une annonce, on envoie dans le capital, effet de foule, effet de panique. Je pense que plus Covid, etc., qu'on n'a pas encore payé, je pense que fin 2022, pas sur toutes les villes et pas sur les secteurs tendus, on va avoir, je pense, une baisse de 10%. C'est qu'un pronostic. Peut-être Après, que je ça suis à dépend côté de des la villes. plaque, Après, ça dépend des mais villes. il n'y a que ceux qui ne Et tentent tu pas. fais bien, bien sûr, de faire ton pronostic. Alors là, on parle beaucoup des SCI. En fait, les SCI, on pourra en parler, mais ça prend au minimum 20-25 minutes. Pourquoi? Parce que la C'est vrai, SCI, on c'est va. vrai. C'est une question que je voulais te poser vite fait. Du coup, pour la SCI, très vite, Bah, le HCI, justement, ça concerne la SCI. La on en, SCI est toujours au différentiel? on en parlera justement. Non, alors c'est pour ça parce que dans la SCI, il y a d'autres recommandations qui s'imposent, donc on en parlera dans un autre live parce qu'on D'accord. va distinguer la SCI à l'IR, à l'IS. Et donc là, il faut qu'on réexplique un peu tout ça avant de parler là-dessus au final. On en parlera dans une mensuelle en espérant que l'application Zoom Fonctionne ne bien. dysfonctionne pas. En tout cas, les amis, ça nous a fait plaisir de faire ce live avec vous. J'espère que, comme d'habitude, on vous a apporté de la valeur ajoutée. Je vous rappelle que la formation Apprends à investir en immobilier est éligible au CPF, que la formation avec Manu Fiscalité poussée et l'autre Elle arrive, formation elle arrive. et la formation Donation, Succession, Anticiper votre transmission. Alors, la fiscalité y arrive et anticiper, donner votre transmission, non, elle va pas être éligible Elle sera pas puisque, éligible, mais je pense qu'on va la mettre en cadeau on va voilà, voir avec les villes, mais je pense qu'on va la mettre en cadeau dans FPR. la fiscalité pour réussir parce que pour être éligible, il faut qu'à la fin de la formation, déjà, on vous fait passer plein de tests, il y a des QCM et tout, il faut que vous soyez en mesure et capable de créer votre statut SCI, LMNP, etc. Alors que dans la donation de succession, à la fin de cette formation, vous n'êtes pas capable de créer une entreprise. On vous apprend juste comment optimiser votre succession. On vous apprend juste. C'est déjà énorme de le savoir parce que ça, on peut vous réduire parfois la facture de 80%, mais on trouvera une solution et on la mettra en pack avec la fiscalité. Exactement. Et donc ça va arriver, c'est de mon fait, hein, parce que j'ai pris un peu de temps finalement à faire des démarches, donc c'est de ma faute pour le coup. Mais Donc, ça va arriver. la fiscalité poussée devrait arriver. On vous tiendra bien évidemment au courant. La formation Apprends à investir en immobilier est C'est désormais ça. éligible. On espère que ce petit live vous a plu. On va le mettre en rediffusion sur YouTube. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt À dans une bientôt. prochaine vidéo. Ça marche. Bisous à Ciao. tous. Ciao, ciao. Ciao à tous. Ciao.